Hello, ladies and gentlemen, and welcome to this new episode of our podcast Voix des Jeunes, consecrated to the campaign Ligne Rouge, loosely translated as Red Line. Today, we're talking about a phenomenon hidden behind our screens, but which destroys lives: les violences basées sur le genre en ligne. Entre insultes, menaces, diffusion de photos altiles, chantage, chaque jour, des milliers de jeunes filles et garçons au Cameroun en sont victimes, souvent dans le silence et même dans la honte. Pourtant, ces violences numériques ne sont pas une fatalité. Elles ont des impacts réels, mais il existe aussi des solutions concrètes. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec 4 panélistes. Je vais commencer avec celui qui est juste en face de moi, c'est le docteur Aruna. Il est sociologue, spécialiste dans les violences en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien. D'accord. Et juste à côté de vous, nous avons une experte dans les violences basées sur le genre. Elle s'appelle Danielle Bilicon. Comment allez-vous, Danielle? Je vais bien, merci Diana. Je suis heureuse de vous voir ce matin. Enchantée. Et puis, à ma gauche, Madame Gou. Bonjour. Bonjour. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Psychologue et experte en parentalité numérique. Et comment ça se passe jusqu'ici? Ça se passe très bien, on mène le combat et ça gagne du terrain. Monsieur Makem, how are you? I'm really good. You look good. Yes. Alors, mesdames et messieurs, après avoir fait le tour de table, nous allons avoir un témoignage. C'est une jeune activiste qui a accepté de partager son expérience et vécu auprès des victimes. Ceci illustre la réalité brutale du cyberharcèlement et nous rappelle que derrière chaque message en ligne, il y a une vie, une dignité, une personne. Regardons plutôt. Bonjour à tous, je suis Awaou Mandumboou, présidente nationale du Forum national des jeunes de la CAMNAFOR, par ailleurs présidente fondatrice du mouvement Cercle des voix courageuses. Concernant la question, oui, j'ai déjà été victime du cyberharcèlement. Tout a débuté lorsque j'ai commencé à créer des contenus très engagés sur les réseaux sociaux, notamment sur le consentement, la tolérance, l'acceptation de soi et la non-violence envers la communauté LGBT. J'ai reçu des injures, des insultes. Et plus tard, lorsque j'ai pris position par rapport à l'avortement sécurisé, je vous assure, c'est là que les menaces se sont intensifiées. J'ai reçu des signalements de compte. J'ai reçu des personnes qui m'ont insulté publiquement, qui m'ont insulté sous mes commentaires, qui ont signalé même ces commentaires-là pour que ça se supprime. Et j'ai été pointée du doigt par des proches parce qu'ils jugeaient que je parlais des sujets très sensibles. Vous savez, les défis ont été très nombreux. J'ai traversé des périodes de peur, d'isolement, de découragement. Il m'arrivait parfois de ne même plus vouloir sortir de chez moi, de douter de moi, de ne même plus vouloir publier sur mes pages. Ce cyberharcèlement a eu un impact direct sur ma santé mentale. Anxiété, perte de confiance, fatigue émotionnelle. Je me demandais pourquoi est-ce que je continue? Pourquoi est-ce que je me bats? S'il m'arrivait quelque chose. Et j'avais le sentiment de combattre contre une violence invisible, mais bien réelle. Ça n'a pas été facile du tout, mais avec le temps, j'ai décidé de dire stop. J'ai décidé de ne plus subir. Je me suis entourée des personnes bienveillantes. J'ai décidé de transformer cette douleur en un moteur d'engagement. Et aujourd'hui, à travers le mouvement Cercle des voix courageuses et mon émission TikTok Vrai ou Tabou, je milite contre les violences basées sur le genre facilitées par le numérique. Je milite contre la désinformation sur les réseaux sociaux avec toute la conviction et la détermination possible, tout en continuant bien sûr de faire des contenus éducatifs et bienveillants concernant les DSSR, concernant l'avortement sécurisé et tout ce qui va avec. Cette expérience m'a appris une seule chose: notre voix est plus forte que la haine, à condition de ne pas se taire. Welcome back. Plongeons justement dans le vif du sujet et on va commencer avec toi, Daniel. Avec vous, si que vous voulez. Alors, est-ce que on peut comprendre c'est quoi une violence numérique et comment est-ce que ça se manifeste? Donc, les violences basées sur le genre en ligne sont encore appelées violences sur Internet
ou encore on peut les appeler cyberharcèlement. Donc, il faut savoir que c'est toute forme de violence auxquelles pourraient être exposés les utilisateurs des web ou alors de tout ce qui est communication électronique. Et il faut également noter que ces violences vont généralement se manifester par l'envoi de messages haineux ou offensants, ou encore on peut avoir la manipulation des images ou des vidéos des personnes sans avoir eu leur consentement préalable. On pourra également noter cet autre type de personne qui va créer des faux profils pour pouvoir porter atteinte ou alors créer des situations désobligeantes chez d'autres individus. Donc, de façon générale, voilà un peu à quoi on peut associer la violence basée sur le genre en ligne. Donc, si quelqu'un prend ma photo, la personne m'ajoute des seins, des fesses et me met un teint un peu plus clair, c'est une violence? Oui, c'est une violence basée sur le genre. Elle n'a pas eu votre consentement déjà pour pouvoir utiliser votre photo, mais en plus, elle vous ajoute des éléments qui ne sont pas propres à vous. Donc, ça sera considéré comme une violence. Voilà qui est clair. Docteur Aruna, comment est-ce qu'on peut expliquer la viralité de ces violences-là sur le net, sur les réseaux? Alors, il faut comprendre que dans notre environnement, aussi au Cameroun et ailleurs, nous avons embrassé les outils numériques sans éducation. Ce qui fait que le fait d'embrasser les outils technologiques sans socialisation à la base amène les uns et les autres à avoir une perception de ces plateformes-là. Ce qui fait que la perception que celui qui s'engage à purifier des menaces ou bien à violenter son alter ego sur les plateformes numériques à les réseaux sociaux, c'est effectivement que les réseaux sociaux, c'est un instrument pour régler des comptes, c'est un instrument pour porter atteinte à la dignité, à la vie d'une personne. Et à partir donc de ce moment-là, étant donné que la perception qu'il a de ces outils-là, ce sont des outils que lui qui doit utiliser pour régler des comptes, il va donc utiliser donc les plateformes numériques maintenant pour régler des comptes. Et à partir donc de ce moment-là, il va s'asseoir. On a parlé du fait de montage tout à l'heure. Il peut donc s'asseoir dans sa chambre, opérer des montages, et à partir du montage maintenant, s'engage donc à aller discuter sur les plateformes numériques. Et parfois, certains même arrivent même à demander à leur partenaire du CRI de tout faire pour que le message soit vu par un nombre important de personnes. Et là, on est en plein dans la criminalité. Et à partir donc de ce moment-là maintenant, l'information, bien, la donnée qui a été fabriquée de toutes pièces par un entrepreneur du mal, va donc se propager à la vitesse éclair sur les plateformes du B. Et aussi, il faut indiquer que dans notre contexte, malheureusement, nous sommes dans un environnement où les gens ont un amour fou pour ce qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire, tout ce qui est extraordinaire dans notre environnement est possible d'être partagé par un nombre important de personnes. Si on prend une photo, la photo d'une femme, et on voit la tête est toute noire et les mains toutes blanches, ça sort de l'ordinaire. Et lorsque cette photo sera partagée en ligne, les uns et les autres auront tendance à propager la photo en question pour que la photo puisse toucher une cible plus large. Donc, à partir donc de ces indicateurs-là, on observe donc que sans éducation, les uns et les autres vont embrasser les nouvelles technologies, ce qu'on peut appeler les nouvelles technologies, mais qui sont en réalité des technologies, parce que la technologie, par essence, elle est évolutive. C'est la raison pour laquelle il y a des mises à jour et autres. Donc, dans cet environnement, donc, sans éducation, les uns et les autres ont donc une autre perception des plateformes numériques. Et à partir de leur perception maintenant, peuvent donc donner des orientations et cela donc impacte les usages que les uns et les autres peuvent faire de ces outils-là. Alors, vous êtes sociologue et spécialisé sur les violences basées sur le genre en ligne. Ça veut dire que le problème est réel. Est-ce qu'il y a des statistiques au Cameroun, des statistiques récentes? Alors, en termes de statistiques récentes, peut-être pas en 2025, en 2024, il y a une étude qui a été menée par Internet sans frontières, qui est pilotée par une Camerounaise qui est dans le conseil des surveillants de Facebook, qui indiquait qu'en réalité, en 2024, 68% des personnes actives en ligne ont déjà été victimes d'une manière ou d'une autre de violence sur les plateformes. Comme Daniel a indiqué tout à l'heure, ça peut être par exemple le doxing. Le doxing, c'est une pratique qui consiste à
chercher les informations personnelles d'une personne afin de les partager en ligne à des fins malveillantes. C'est-à-dire, quelqu'un sait par exemple que vous êtes marié, peut-être vous l'avez jamais dit en ligne que vous êtes marié, va donc par exemple dans votre vie privée, fouille des photos de votre mariage, arrive donc maintenant à trouver peut-être une photo là, vous n'étiez pas souriant, et la personne pourra dire, par exemple, Quand on n'était pas heureux en première. que vous n'étiez pas heureuse dans votre mariage. Tout ça parce que la personne veut en réalité vous nier. Donc, en termes de statistiques, on peut avoir ces données-là. 68% de personnes actives en ligne, d'une manière ou d'une autre, ont déjà subi une forme de violence, comme le cyberharcèlement, le doxing, la désinformation, parce que chacun de nous ici, par exemple, a déjà peut-être été victime de la désinformation. Il suffit de vous voir, par exemple, mener une campagne, peut-être à l'intention d'une formation politique pour que quelqu'un arrive à faire la photo de votre activité dans la formation politique en question pour dire en réalité, vous êtes venu militant de ce parti-là. Ça, c'est de la désinformation. Donc, ces données-là indiquent et permettent de se rendre compte effectivement que la menace, elle est réelle, et les messages sont virtuels, mais la menace est davantage réelle. Daniel, chaque année, depuis l'arrivée d'Internet au Cameroun, les chiffres augmentent, Oui, évidemment. Oui, les chiffres augmentent, comme le docteur Runa l'a dit. La seule difficulté, je pense, qu'il y a actuellement, c'est qu'au niveau national chez nous, on n'a pas vraiment de données qui soient référencées et accessibles pour tous. Donc, on aura des études isolées comme celles qu'il a énumérées, mais on n'aura pas de données réelles. On va dire, on va les consulter sur le site, par exemple, du ministère de la Santé pour se dire, voilà, ou bien alors sur un site de télécom pour se dire, voilà, au Cameroun, on a des données telles. Mais il faut quand même signaler que de plus en plus, il y a des études isolées. Il y a également des signalements qui se font sur différentes pages sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup d'activistes qui ont créé, par exemple, sur Facebook, des pages en lien avec la dénonciation de ce fléau, mais également même dans des associations au niveau national. Beaucoup d'associations de jeunes également se sont lancées dans cette optique de dénonciation. Donc, il y a beaucoup de signalements qui sont faits. Donc, peut-être penser aussi à créer ce système qui pourra référencer toutes ces dénonciations-là et pouvoir avoir des statistiques réelles au niveau national chez nous. Docteur, ne m'en voulez pas de toujours revenir vers vous, mais je voudrais savoir, est-ce que c'est seulement une question de technologie ou alors ça dénonce des problèmes qui sont profonds dans nos rapports sociaux? Vous savez, l'être humain ne transpose que dans la vie numérique ce qu'il est dans la vie sociale en réalité. C'est la raison pour laquelle je suis souvent très souriant lorsque j'entends les uns et les autres dire que non, ce que je fais dans la vie sociale n'a rien à voir avec ma vie numérique. Or, en réalité, ce qu'on doit comprendre, c'est que la vie numérique n'est que le prolongement de la vie sociale. Si vous êtes une personne qui aime le Congo ça dans la vie sociale, forcément, vous allez aimer le Congo ça. Si vous êtes du genre qui arrive à croire aux choses sans vérifier dans la vie sociale, sur les réseaux sociaux, vous allez croire aux choses sans prendre le temps nécessaire pour pouvoir interroger est-ce que ce que on me montre là, c'est ce qu'on dit de telle personne est vrai. Donc, à partir de ce moment-là, les réseaux sociaux ne sont venus qu'en réalité digitaliser ce que faisait déjà dans la vie sociale. Et à partir de ce moment-là maintenant, si les uns et les autres ont un type de comportement dans la vie sociale, ne soyons pas surpris qu'ils arrivent donc à multiplier ces comportements-là sur la vie numérique. Surtout que, et je vais sortir par là, notre façon d'agir dans la société est dictée par un ensemble de règles et de normes. J'aime souvent prendre cet exemple. On ne s'habille pas dans la société parce qu'on veut, mais parce qu'il y a une norme étatique qui nous interdit de marcher nu. Il y a le regard de l'autre qui nous interdit de marcher nu. Parce que si on marche nu, on pourra être taxé de fou et de folle. Or, dans la vie numérique maintenant, on est face à notre écran et à partir de ce moment-là, on se sent investi d'une forme de puissance. Et cette puissance éphémère qui nous anime arrive donc à nous amener à faire des choses qu'on ne saurait faire dans la vie sociale. Pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire dans la vie sociale. Étant donné qu'on est derrière notre écran, on a l'impression qu'on se sent fort. On est tout fort. On peut donc faire ce qu'on ne peut pas faire dans la vie sociale, dans la vie numérique. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez observer ce qu'on observe en termes d'état
sur les plateformes numériques au niveau du Cameroun. Monsieur Maken, j'arrive enfin vers vous. Je vois que vous êtes impatient de partager avec nous. En quoi est-ce que les violences numériques prolongent-elles ou aggravent les violences qui sont déjà dans la vie réelle, qu'on retrouve déjà dans la vie réelle? Merci pour la question. Je tiens d'abord à dire que je suis expert en éducation aux médias. Ça a été omis tout à l'heure. C'est moi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, comme le docteur Ronald le disait tout à l'heure, la vie virtuelle et la vie réelle ne sont que des prolongements l'un de l'autre. D'accord? Et il faut savoir que, généralement, on dit que les violences en ligne ne sont pas des violences virtuelles. Elles sont des violences tout court. Il a dit, on a tendance à avoir un sentiment de puissance, hein, quand on est derrière son téléphone, on est derrière son compte, et on peut faire tout ce qu'on peut faire, parce qu'il a aussi dit, il n'y a pas vraiment de régulation, il n'y a pas vraiment de contrôle. Mais il faut savoir que ce qu'on fait en ligne a des répercussions sur notre vie sociale. Quand on voit les gens qui sont victimes de ce phénomène comme le cyberharcèlement, ils sont angoissés, il y a de l'angoisse, il y a la peur, il y a la colère. Par exemple, chez les enfants, moi je suis également enseignant, à l'école, quand vous voyez un enfant qui décroît dans ses performances scolaires et qui devient très très isolé, il faut faire attention. Il y en a beaucoup comme ça parce qu'ils sont victimes de cyberharcèlement, ils se renferment sur eux, ils s'isolent. Là, ce sont des signes. Vous voyez que ce qui se passe dans la vie virtuelle arrive à avoir des conséquences et des prolongements sur la vie réelle. Et peut-être beaucoup plus grave, parce que dans la vie physique, on a des violences. Lorsque tu vois ton agresseur arriver, tu peux prendre du renfort, ils disent souvent ça, tu peux prendre des moyens de défense. Mais dans la vie virtuelle, tu es seul devant ton agresseur parfois. Ou alors ceux qui sont à côté ne sont que des followers passifs. Ou alors ceux-là qui observent sans pouvoir rien, qui ne font rien, peut-être pas sans savoir quoi faire. C'est pourquoi il dit qu'à côté, il y a des followers passifs. À côté des followers passifs, il y a également ceux-là qui, comme il a dit tout à l'heure, viennent aussi dire quelque chose pour amplifier l'effet sur la victime. Donc, en ligne ou en présentiel, le phénomène, il est réel. Il n'y a pas de violence virtuelle, il n'y a que de la violence. Alors, Madame Ouli, Fabrice a parlé tout à l'heure des notes qui baissent. Quels sont les signes qui sont alarmants, les signes alarmants? Est-ce que on va voir les enfants qui se renferment sur eux-mêmes? Est-ce qu'on va voir des notes qui baissent? Quels sont les signes? Ok, merci beaucoup pour la question et il a déjà essayé d'amorcer. Vous savez, les violences basées sur le genre, ou les violences en ligne, excusez-moi, ou basées sur le genre, tout ça, ça s'entremêle. Parce qu'il y a le cybersexisme, il y a le cyberharcèlement, il y a les cyber-haines et tout ça. Ont des manifestations à la fois internes et externes. Ce dont il a parlé, c'était sur le plan externe. On va commencer à avoir des jeunes ou des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, des troubles de sommeil, des troubles liés à leur alimentation, compte tenu de toutes les agressions qu'ils reçoivent au quotidien. Mais sur le plan interne, il y a des phénomènes comme l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique et bien d'autres éléments qui nous montrent véritablement qu'on est là en train d'avoir un individu qui est en train de se laisser envahir par les violences qu'il subit en ligne. C'est dans la raison pour laquelle il faudrait vraiment que toutes les personnes qui l'entourent, que ce soit les parents, les enseignants, les amis, soient vraiment vigilants parce que nous sommes dans un contexte où ce phénomène est un peu banalisé. Lorsque vous le vivez, on dit que c'est vous-même qui avez cherché. Donc, très souvent, ces personnes ne reçoivent pas le soutien qu'il faut. Et on est étonné de voir qu'il y en a qui ont plongé dans des dérives comme l'alcoolisme. Il y en a qui se sont donné la mort. Il y en a qui ont commencé... Oui, bien sûr. Parce que imaginez si je me suis mise avec un individu en qui j'ai eu confiance et avec qui je me suis échangé quelques photos peu orthodoxes et qu'un beau jour, il décide de m'exposer sur la toile. Et lorsque je viens de dire à ma mère tout ce qu'elle trouve à dire, c'est que toi-même, tu partais d'abord faire quoi là-bas? Et parfois, il n'arrive pas à le dire. Et il n'arrive pas à le dire. Par conséquent, qu'est-ce qui m'arrive? Si déjà le regard est trop accusateur, si je suis faible d'esprit, je peux décider de me donner la mort. Dans un autre contexte, je peux décider de devenir rebelle, je m'en fous, je fais de ma vie ce que je veux. Et c'est une perte pour la société. Donc, il y a beaucoup de comportements déroutants auxquels les jeunes se livrent aujourd'hui. Pas parce qu'ils sont nés comme ça ou ils ont été prédisposés à ça, mais tout simplement parce qu'on n'a pas su leur apporter
les réponses adéquates lorsqu'ils ont fait face, à ce type de violence-là. Donc, les signes, ils sont là. Faut être attentif en tant qu'ami, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que voisin. Et se dire que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde quand on passe par un concours pour le passer. Donc, faudrait pas être un témoin pour être un témoin, mais un témoin pour aider à briser le silence, à aller vers des structures qui accompagnent dans la résolution de ce type de problème, afin que la victime puisse en sortir grandi et continuer sa vie paisiblement. Merci, Madame Oli, pour ces éclairages. Je vous en prie. Ces violences, mesdames et messieurs, ne laissent pas toujours des traces visibles, mais elles détruisent la confiance et isolent les victimes. Les comprendre, c'est déjà le premier pas pour agir ensemble.